En Ariège, plus de 200 vaches abattues, un troupeau entier détruit, des dizaines de membres des forces de l'ordre mobilisés, et une image désastreuse pour la France, ici comme à l'étranger. Tout ça pour une gestion sanitaire qui pose question. Derrière cette opération, il y a surtout un éleveur, une famille, un travail de toute une vie détruit sous contrainte. Voir des agriculteurs faire face au CRS, c'est humainement violent et politiquement très inquiétant. Et normalement, Rosa et moi, on n'est presque jamais d'accord. Mais sur ce dossier, sur la méthode, sur le fond sanitaire, sur l'absurdité de ce qui s'est passé, on est d'accord sur quasiment tout. On ne sera pas d'accord plus tard sur les raisons profondes de cette violence d'État, mais sur les faits, sur les solutions possibles et sur l'erreur manifeste de gestion. Il y a un vrai consensus. Avant d'entrer dans les détails, abonne-toi, active la cloche et laisse un pouce. Ces sujets sont complexes et rarement traités sérieusement. On va balancer quelques chiffres et autres informations, on vous mettra les sources en description, comme d'habitude. On commence donc par ce sur quoi nous sommes d'accord, les faits, la science et les alternatives crédibles à ce qui s'est passé en Ariège. On va être très clair dès le départ. Ce qui suit n'est ni idéologique ni émotionnel. On parle de santé animale, de méthodes éprouvées et de décisions proportionnées. L'abattage total systématique n'est pas une fatalité sanitaire, c'est un choix administratif. Et ce choix mérite d'être interrogé sérieusement. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas d'opposer des camps, c'est de regarder ce que disent les faits. Quand les solutions existent, quand elles sont documentées et qu'elles évitent de détruire des vies et du travail, alors refuser de les examiner devient un problème politique. Premier point d'accord total, la vaccination massive. Dans les zones à risque, les agences sanitaires sont très claires. Quand plus de 80 à 95% des cheptels sont vaccinés, la propagation s'effondre. L'efficacité dépasse largement 90%. C'est de la prévention rationnelle. Ça coûte infiniment moins cher que détruire un troupeau entier, indemniser la va-vite et mobiliser l'État comme une machine de guerre. Et surtout, la vaccination évite l'essentiel des dégâts. La dermatose nodulaire n'affecte pas tout un troupeau. En moyenne, on parle de quelques pourcents, parfois plus sans immunité. Mais sans vaccin, les conséquences sont lourdes. La production laitière peut chuter brutalement pendant des mois. Pour un éleveur, ça veut dire moins de revenus, des bêtes affaiblies, et parfois des aînés à rattraper. Vacciner, ce n'est pas du laxisme, c'est protéger le travail et la santé économique des fermes. Deuxième point d'accord, l'isolement des troupeaux. Quand un cas est détecté, on peut confiner, surveiller et agir sans tout détruire. La maladie ne se transmet pas à l'homme. Elle circule surtout par des insectes. Isoler, contrôler les vecteurs, c'est une réponse sanitaire logique. Détruire immédiatement tout un cheptel, c'est une réponse brutale et pas forcément plus efficace. C'est pas une théorie, c'est ce qui est fait ailleurs. En Suisse, dans les Balkans, au Moyen-Orient, dans plusieurs pays d'Afrique où la maladie est endémique, isolement strict, contrôle des insectes, surveillance vétérinaire. Résultat, des pertes limitées. Pas d'emballement, pas d'abattage massif. On parle de quelques pourcents de mortalité naturelle, pas de destruction à 100%. Quand ça fonctionne sur le terrain, refuser d'en tirer des leçons devient difficile à justifier. Troisième point d'accord, et il est important, oui, l'abattage peut être nécessaire, mais ciblé. Uniquement les bêtes confirmées malades après test, dans un troupeau vacciné et isolé. L'expérience montre que dans ces conditions, l'efficacité est comparable à l'abattage total. La différence, c'est qu'on ne détruit pas inutilement un capital vivant, ni des années de sélection génétique. L'automatisme administratif, lui, ne fait pas cette distinction. Et surtout, ça suppose de la concertation. Vétérinaires, éleveurs, services sanitaires. Pas des décisions imposées sous escorte. Quand on abat tout, on ruine une exploitation entière. Même avec des indemnisations, le préjudice est énorme. Infertilité, avortement, perte de rendement durable. L'abattage sélectif permet de sauver l'essentiel du troupeau. C'est une approche respectueuse, pas un déni sanitaire. À ce stade, il faut être honnête. Si l'abattage total est imposé, ce n'est pas parce que la science l'exige, c'est parce que les règles européennes lient la gestion sanitaire au statut commercial. Et pour rester officiellement indemne et préserver les échanges, on sacrifie localement. Ce n'est pas un choix médical, c'est un choix bureaucratique et commercial. Et ce choix se fait toujours au même endroit, sur les petits producteurs, sur les fermes familiales, pour préserver des flux, des statistiques et des intérêts économiques éloignés du terrain. Quand la règle prime sur la réalité humaine, ce n'est plus la protection sanitaire, c'est une politique déconnectée. Sur les solutions, sur les faits, sur l'erreur manifeste de gestion, le consensus est là. Reste une question centrale. Pourquoi personne ne prend position politiquement sur ce sujet? Et quand des camps opposés arrivent au même diagnostic, c'est jamais anodin. C'est souvent le signe d'un problème structurel. Soyons précis, il n'y a pas eu un silence total. Depuis la mi-décembre, quelques responsables politiques ont réagi, mais tardivement, faiblement, et sans jamais vraiment remettre en cause le cœur du problème. Sur un événement aussi lourd, ce décalage reste frappant. Quand une ferme est détruite, il y a des heurts et une violence assumée. On attend autre chose que des réactions prudentes. Ce que beaucoup ont ressenti, c'est un pouvoir politique en retard sur la réalité. Côté gouvernement, la ligne est claire. La ministre de l'Agriculture défend l'abattage total comme seule option possible. Le protocole est présenté comme scientifique et indiscutable. On annonce plus de vaccins, mais sans jamais rouvrir le débat stratégique. Et surtout, aucune parole présidentielle, aucun arbitrage politique visible.
Ce silence au sommet n'est jamais neutre. Quand l'État agit par la force, ne pas parler devient un choix politique. Les agriculteurs ont vu des CRS, ils n'ont pas vu de protection politique. À gauche, il y a eu des réactions, des dénonciations de la violence, un soutien aux agriculteurs, des élus présents sur le terrain, mais sans porter un affrontement clair sur les règles européennes. La colère est reconnue, la cause reste évitée. À droite et à l'extrême droite, enfin, quand je dis la droite, même chose. Des appels à la concertation, des critiques de Bruxelles, mais pas de ligne sanitaire alternative structurée. Beaucoup de communication, peu de propositions opérationnelles. Là encore, le conflit est esquivé. Ce qui frappe, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui ne l'est pas. Le lien entre abattage total et statut commercial européen reste largement absent du débat, parce que le coût politique est trop élevé. Personne ne veut ouvrir ce dossier. Et pendant ce temps, les petits producteurs paient, pour préserver des règles, des flux et des intérêts éloignés du terrain. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une stratégie d'évitement. Résultat, la colère ne retombe pas. Le sentiment d'abandon s'installe. La parole politique arrive toujours après la répression. Et ça, dans les campagnes, ça laisse des traces profondes. Quand les institutions hésitent, le vide se crée. Et ce vide est toujours occupé par des voix plus radicales, plus émotionnelles, parfois imprécises, mais audibles. Ce n'est pas ce silence qui crée la colère, il la rend juste impossible à contenir. Et c'est précisément là que d'autres voix prennent le relais. Il faut parler de Tatiana Ventose. Elle a sorti une vidéo très virale sur l'affaire. Elle parle de guerre contre les agriculteurs. Et elle a mis des mots sur une colère que beaucoup ressentaient déjà. Quand le politique hésite, ce sont souvent des voix militantes qui prennent le relais. Ce n'est pas un crime, c'est même parfois nécessaire. Maintenant, soyons rigoureux. Oui, ces chiffres sont discutables. Elle parle de 207 vaches saines. La réalité est plus nuancée. La maladie n'est pas bénigne à 100%. La mortalité existe. Même faible, elle n'est pas nulle. La contamination peut monter, surtout sans vaccination. Et présenter un risque zéro, c'est factuellement faux. Ce genre de raccourci fragilise le débat. Mais voilà le plus intéressant. Elle ne parle presque pas des rendements, des pertes de lait massives, des problèmes de fertilité, des mois de production dégradés sans vaccin. Or, dans un troupeau vacciné, l'impact chute brutalement. Parfois, une semaine difficile, puis retour à la normale. Et là, paradoxalement, corriger ces chiffres renforce sa conclusion. L'abattage total devient encore plus absurde. Exactement. Tatiana utilise des chiffres partiels, parfois trop optimistes, mais elle pointe le cœur du problème, la violence d'État, la ruine économique et des priorités délirantes. Des CRS face à des paysans, pendant que d'autres urgences explosent ailleurs. Même imparfaite, cette parole réveille les consciences. Et la science, quand on la regarde honnêtement, lui donne raison sur l'essentiel. Le problème n'est pas cette vidéo. Le problème, c'est le vide politique qui l'a poussé en avant. Quand les institutions n'assument rien clairement, les analyses, même imparfaites, deviennent crédibles. Pas par magie, par défaut. Sur ce point aussi, Procope et moi sommes d'accord. Le déploiement des forces de l'ordre est totalement disproportionné. Mais nos raisons divergent. Nous avons tous les deux trouvé cette violence choquante, inadmissible. Parce que là, on parle de violence institutionnelle brute. Plus de 175 CRS et gendarmes. Des gaz, des charges, des interpellations. Face à qui? Des agriculteurs, des éleveurs qui défendent leur outil de travail. Il y a des blessés. Il y a une exploitation ruinée. Perte du troupeau. Perte immédiate de 100% de la production. C'est un signal terrible envoyé au monde rural. Quand l'État répond par la force plutôt que par le dialogue, ce n'est plus de la gestion sanitaire, c'est de la répression sociale. Nous partageons le même constat. Cette violence est inutile, contre-productive même. Nous arrivons à la même conclusion, mais par des chemins différents. Rosa, honneur aux femmes, je te laisse commencer. Ce qui me dérange profondément, c'est la cible. Pas des multinationales, pas des fraudeurs, des travailleurs ruraux, des gens qui se battent pour sauver leur outil de travail. On les a gazés, chargés, encadrés comme une menace, pour une maladie maîtrisable, non létale dans un troupeau vacciné. Ça dit beaucoup des priorités du pouvoir. Moi, ça me rappelle autre chose. Les gilets jaunes, même logique, même réflexe. Quand la colère vient d'en bas, la réponse c'est la force, pas le dialogue. On parle d'agriculteurs déjà fragilisés, de petites exploitations, pas des géants de l'agro-industrie. Et quand l'État frappe comme ça, il creuse encore les inégalités. Les gros encaissent, les petits disparaissent. Le message est clair. Les règles commerciales passent avant la justice sociale. L'exportation passe avant les vies concrètes, avant des familles, avant des territoires entiers. Ce n'est pas une gestion sanitaire, c'est un choix politique. Un choix qui dit on sacrifie les plus fragiles pour préserver un système qui ne les protège déjà plus. Et après, on s'étonne de la colère, on s'étonne de la défiance. Mais quand on traite des travailleurs comme un problème d'ordre public, on fabrique exactement ce qu'on prétend combattre. Si je comprends bien, ce qui te choque le plus, ce n'est pas la gestion sanitaire en elle-même, mais le fait que l'État ait choisi la force là où d'autres solutions existaient. C'est bien ça? Oui, exactement. Le problème n'est pas de discuter une stratégie sanitaire. Ça, c'est normal, ça se débat, ça se construit avec les professionnels. Ce qui choque, c'est le basculement immédiat vers la force, quand il existe des alternatives. Vaccination, isolement, concertation. On choisit pourtant la contrainte policière. À ce moment-là, on ne protège plus une filière, on impose une décision. Et toujours au même, des agriculteurs déjà fragilisés, déjà sous pression économique. Pour moi, la frontière est là, entre un État qui accompagne et un pouvoir qui réprime. Ici, c'est clairement la seconde option qui a été choisie.
Dit autrement, quand l'État déploie des CRS aussi vite contre des agriculteurs, tu te dis qu'il ferait peut-être mieux de réserver ce type de moyens à des priorités un peu plus urgentes. Au hasard, les points de deal, ou pour gérer une insécurité galopante? Oui, et ça va même plus loin que ça. Ce que cette scène révèle, c'est une doctrine, un réflexe répressif devenu automatique. Dès qu'un conflit social apparaît, la réponse, ce sont les CRS. Le gaz, la contrainte, comme si le dialogue était devenu secondaire. À LFI, on le dit depuis longtemps. Ce modèle de maintien de l'ordre est dangereux. Il aggrave les tensions, il criminalise des mobilisations légitimes. Là, on a des agriculteurs, des éleveurs qui défendent leur outil de travail. Pas des casseurs, pas une menace. Et pourtant, on les traite comme un problème sécuritaire. Pendant ce temps, on explique ailleurs que la police manque de moyens, qu'elle est épuisée, qu'on ne peut pas être partout. Mais quand il s'agit d'écraser une contestation sociale, les effectifs apparaissent soudain. C'est pour ça qu'on parle de désescalade, de désarmement, de changement de doctrine. Moins de force, plus de médiation. Sinon, on continuera à fabriquer de la colère, de la défiance et des fractures profondes entre l'État et celles et ceux qui travaillent. Évidemment. Bon, à moi? Ok. Ce que je vois d'abord, c'est un gaspillage massif de ressources publiques. 175 forces de l'ordre mobilisées pour une seule ferme. Pendant qu'on explique partout qu'on n'a pas les moyens, ni les effectifs, ni le temps. Ensuite, il y a un principe fondamental, la propriété privée. Là, l'État entre, détruit un bien sans consentement réel. Juridiquement, on parle d'expropriation de fait. Concrètement, c'est un vol légalisé. On ajoute l'absurde à l'absurde. On promet des indemnisations. Spoiler, non seulement elles ne couvrent pas réellement les pertes, mais en plus, quand elles arrivent, c'est comme pour tout le reste dans ce pays drogué à l'impôt, elles sont fiscalisées. Allez reconstituer un cheptel avec ce qui reste. Bon courage. On n'a même pas les bêtes, il faudra des années si l'éleveur a le courage de repartir de zéro. Et tout ça pourquoi? Une maladie non transmissible à l'homme, maîtrisable, où l'abattage sélectif et une vaccination à grande échelle suffiraient? Et au-dessus de tout ça, une directive européenne hors sol, appliquée mécaniquement, sans réflexion, sans terrain. Un État français qui obéit et qui frappe, au lieu de penser à minima. Concrètement, ce que tu reproches d'abord à cette décision, c'est son inefficacité économique ou le fait qu'elle détruise plus de valeur qu'elle n'en protège? Les 2, mais il y a un ordre. D'abord, on viole clairement la propriété privée. L'État intervient violemment, alors même que la réponse choisie n'est pas la seule possible. Le consensus scientifique montre qu'il existe des alternatives. Donc, on ne parle pas d'une nécessité absolue. Ensuite, oui, le gouvernement détruit de la valeur, de façon totalement inutile. Un troupeau, c'est du capital vivant, de la production future, des années de travail. Et après, on indemnise, partiellement, avec l'argent des contributeurs nets, pour réparer une destruction que l'État a lui-même provoquée. C'est pas de la protection, c'est pas de la prévention, c'est une décision inefficace, coûteuse et profondément injuste, économiquement comme juridiquement. Et quand tu parles de négociations privées, tu fais comment concrètement? Quand un petit éleveur est seul, face à l'État, aux normes européennes et au marché? Justement, l'éleveur n'est pas seul, il est accompagné par son vétérinaire. C'est le premier niveau de gestion, local, professionnel et responsable. Tant que l'éleveur suit les protocoles sanitaires recommandés, la situation se règle sur place, avec des pertes limitées. C'est ce que montre l'expérience de terrain. Le problème commence quand ces protocoles ne sont pas respectés, quand les recommandations vétérinaires sont ignorées et que le risque de contamination à tout le troupeau devient réel. À ce moment-là, oui, le vétérinaire doit alerter. Et là, on change de registre. Ce n'est plus une décision administrative, c'est une décision judiciaire, parce qu'on parle de santé publique. Ensuite, sur cette décision judiciaire, alors oui, l'abattage total et l'intervention des forces de l'ordre peuvent se justifier, mais avec une conséquence logique. Celui qui a pris le risque en assume le coût. Le rôle de l'État, c'est pas de punir préventivement tout le monde, c'est de protéger notre agriculture, y compris contre des décisions européennes absurdes, pas de l'exposer comme il l'a fait ici. Bon, on a été d'accord sur le diagnostic, et ça, c'est déjà rare. Mais alors les remèdes de Procope, là, désolé, c'est perché. Présenter la facture à un agriculteur qui subit déjà un système absurde, des normes européennes hors sol et une décision imposée par l'État? Non, vraiment non. Avoir raison sur le problème, ce n'est pas une excuse pour se tromper complètement sur la solution. Sinon, on remplace une injustice par une autre. Ah, retour à la normale. La trêve n'aura pas duré bien longtemps. Mais comme d'habitude, tu n'as pas vraiment écouté ce que j'ai dit. Oui, ben ta faute aussi. Tu as vu à quelle heure on fait l'enregistrement? Mais bon, passons. Maintenant, on veut ton avis. Oh, toi, cher auditeur. Dis-nous ce que tu en penses, dans les commentaires ou sur X, avec le hashtag LDDRP officiel. Et je note que c'est encore à moi de donner le hashtag. Oui, ben, on fait ce qu'on peut, hein. Et pense à nous proposer aussi des sujets. Ça peut être des dossiers qu'on n'entend jamais ailleurs. Vas-y, même pas peur. C'est comme ça que l'émission avance. Petite info pratique avant de se quitter. On fait une pause pour les fêtes. 2 semaines sans vidéo. Retour à un rythme normal à partir du mardi 6 janvier 2026. Et comme on va oublier de le dire après, joyeux Joyeux Noël Noël et et bonne bonne année à année à toutes et à toutes et à tous. tous. Ciao!